C'est le moment également de se lever, peut-être bouger les bras, bouger les jambes. On va passer à la seconde présentation de Jean-François Villeneuve. Donc, Jean-François est psychologue clinicien depuis une trentaine d'années. Il a complété sa thèse de doctorat sur les facteurs psychologiques influençant l'agentivité dans les comportements de santé. Il a offert des conférences à des entreprises sur la santé psychologique. Il a animé aussi de l'intention à l'action au Centre EPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal, des formations sur l'adoption des comportements de santé à la Faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal. Sa mission de vie est d'aider les gens à retrouver le pouvoir de leur comportement de santé d'une manière qui favorise le bien-être psychologique et la qualité de vie. Sa présentation, cultiver l'agentivité afin de modifier les comportements de santé, apport clinique de la psychologie positive. Donc, je te laisse la parole, Jean-François. Merci beaucoup, Vincent. Donc, je vais faire le partage d'écran. Ça fonctionne bien? Oui, c'est parfait. Excellent. Alors, c'est parti. Donc, bonjour tout le monde, même si je ne vous vois pas en détail. Effectivement, aujourd'hui, on va regarder comment on peut cultiver la gentilité pour modifier ses comportements de santé, puis surtout la part de la psychologie positive. Donc, je vais vous partager un petit peu là, c'est quoi les liens entre l'adoption des comportements de santé et la psychologie positive. Cultiver la gentilité. Comme a dit Sylvain, pas Sylvain, comme a dit Vincent, bien, j'en ai fait ma thèse de doctorat. Parce que souvent, on part de là. Je sais ce que je veux faire, mais je ne le fais pas. Donc, la question, c'est comment on peut passer de l'intention à l'action. Hein, j'y ai consacré ma vie professionnelle. J'en ai même fait ma thèse de doctorat. Alors, qu'est-ce que la gentilité? La gentilité, c'est le pouvoir d'avoir intentionnellement une influence sur son propre fonctionnement, sur les circonstances de sa vie et le cours de son existence. Et ça, on peut développer la gentilité tout au long de notre vie. Pour aider mes clients à développer leur agentivité, le pouvoir sur leur comportement, j'ai développé ma propre approche à trois piliers. Tout d'abord, la psychologie clinique, hein, pour soigner, pour faire le ménage à l'intérieur, pour désherber, enlever les roches. La psychologie de la santé pour structurer le plan d'action, la modification des comportements de santé, et aussi la psychologie positive. Et pour moi, c'est essentiel parce que si la personne n'a pas de sens dans son cheminement, si elle ne connecte pas à une motivation profonde, si elle n'a pas l'impression de s'accomplir, il y a bien des chances que le changement ne dure pas. Alors, la présentation est structurée de cette façon-là. On va passer très rapidement au niveau de la psychologie clinique et de la psychologie de la santé parce que ce n'est pas le but de la présentation. On va approfondir davantage la psychologie positive. Alors, vous pouvez relaxer. Je vais vous présenter rapidement plusieurs concepts et modèles dans cette présentation. Mais si vous le souhaitez, vous pourrez m'écrire, puis là, je vous enverrai un PDF rassemblant l'information importante. Donc, vous pouvez simplement écouter. Là, vous n'avez pas besoin de vous mettre à écrire rapidement toutes les informations. Aujourd'hui, je vais vous parler de Maxime. C'est un client fictif, mais chacun des exemples que je vais donner est tiré d'un client ou d'une cliente. Alors, si vous me voyez sourire pendant une explication, vous saurez que je pense à une interaction précise avec un client. Alors, qui est Maxime? C'est un homme de 43 ans. Il habite avec sa conjointe et ses deux enfants, 9 et 13 ans. Il débute un arrêt de travail qu'il consulte pour épuisement professionnel, dépression, sous recommandation de son médecin. Le déclencheur, c'est un changement de direction à son emploi. Il y a eu plusieurs départs, des arrêts de travail, ce qui a occasionné chez lui une surcharge de travail. Alors, on va commencer avec le premier pilier, la psychologie clinique. J'utilise personnellement la thérapie des schémas, entre autres, comme approche en psychothérapie clinique. Et dans le test des schémas, Maxime a eu les schémas suivants très élevés. Donc, le schéma honte, imperfection, sacrifice de soi, exigence élevée. Pour Maxime, il fallait qu'il soit parfait dans tout là, pour s'assurer de ne pas recevoir de critiques. Et bien sûr, dans ce sens, recherche d'approbation.
Maxime m'a raconté que ça s'est développé parce qu'il avait une mère perfectionniste, c'était une musicienne classique de très haut niveau, puis très critique, et très critique envers lui. Alors, Maxime, pour lui, ce qui est important, c'est de tout faire pour percevoir la critique de sa mère. Il avait un père effacé au service des autres, donc il a reproduit le modèle. Alors, dans la démarche de la psychothérapie des schémas, on a travaillé à modifier les croyances à propos de la critique et aussi de pouvoir transformer certains comportements, comme par exemple exprimer ses besoins, poser des limites. Alors maintenant, au niveau de la psychologie de la santé, donc, quels sont les outils de la psychologie de la santé, en gros, que j'utilise pour le plan d'action? Donc, d'abord, évaluer le stade de changement de Prochaska, qui est très utilisé en psychologie de la santé. Maxime est arrivé dans le stade de la contemplation, donc il voulait changer, mais en même temps, il était dans l'ambivalence. Aussi, on a structuré un plan d'action avec des objectifs SMART, donc des objectifs spécifiques, mesurables, attirants. Le A peut vouloir dire différentes choses, accessibles. Moi, j'aime bien attirant parce que ça fait référence à la motivation profonde. Pour Maxime, lui, au début, son objectif, c'était de faire une marche de 15 minutes minimum, 3 fois par semaine. Puis ce qui était attirant pour lui, c'était de marcher dans un parc parce qu'il aime bien la nature, ça l'apaise. Réaliste et circonscrit dans le temps, donc c'était son plan d'action pour le premier mois. Ensuite, à chacune des rencontres, on a fait un suivi des objectifs, une rétroaction constructive. Une façon de faire cette rétroaction-là, c'est par l'implémentation de l'action, donc la technique si alors. Si je me sens anxieux parce que là, j'ai peur de recevoir de la critique, alors je vais écouter ma méditation guidée d'autocompassion. Et aussi, souvent, on termine la démarche par la prévention de la rechute. C'est identifier les pièges qui peuvent mener à une rechute, puis les stratégies pour les déjouer. Alors, on arrive au cœur de la présentation. Quels sont les outils, les modèles de psychologie positive que j'ai utilisés avec Maxime? D'abord, l'échelle de la motivation globale, la théorie de l'autodétermination. Avant les années 1970, on parlait plutôt de volume de motivation. Donc, on peut avoir plus ou moins de motivation. Les chercheurs de la théorie de l'autodétermination ont étudié scientifiquement le type de motivation, pas seulement le volume de motivation. Puis ils ont découvert que selon le type de motivation, l'adoption de nouveaux comportements a plus ou moins de probabilité de se maintenir dans le temps. Selon leurs recherches, ils ont principalement identifié deux types de motivation, la motivation contrôlée et la motivation autonome. Dans la motivation contrôlée, il y a la régulation externe. On parle ici de régulation parce que c'est la manière dont la personne va réguler sa motivation. Mais pour faire plus simple, on va parler de motivation externe. Dans la motivation externe, j'agis pour obtenir des récompenses puis éviter des punitions. Donc, c'est le principe de la carotte et du bâton. Il y a aussi la motivation introjectée. Donc, dans le cas de Maxime, c'est qu'on introjecte les normes externes. Donc, même si sa mère est décédée aujourd'hui, il a introjecté les exigences et les critiques de sa mère. Les exigences et les critiques sont maintenant à l'intérieur de lui. Donc, il va tenter d'éviter de faire des erreurs pour éviter sa propre honte et sa propre culpabilité. Donc, en gros, la motivation contrôlée, c'est que je sens que ma motivation est contrôlée, que ce soit par l'externe ou par l'interne. Au niveau de la motivation autonome, bien, il y a la motivation intégrée, où j'agis selon mes propres valeurs qui sont intégrées à mon identité. De C. Ryan, la théorie de l'autodétermination, ils parlent, eux, d'agir à partir du vrai soi. Donc, je ne vais pas agir à partir de mes schémas, de mes patterns automatiques, mais je vais agir à partir de qui je suis réellement. Et il y a la motivation intrinsèque. Donc, dans la théorie de l'autodétermination, la motivation intrinsèque, c'est que j'agis par pur plaisir et intérêt. Simplement de faire l'activité physique, je sais pas, de faire mon activité de danse ou de faire mon jogging, ça me procure du plaisir.
Au niveau des comportements de santé, à court terme, on peut agir pour obtenir des récompenses, éviter des punitions, pour éviter la honte ou la culpabilité, mais souvent, ça ne tient pas très longtemps. Par exemple, si une personne quitte son programme d'entraînement intensif, super encadré, il a tendance à retourner à ses mauvaises habitudes, dans ses anciennes habitudes. Les recherches démontrent qu'il y a beaucoup plus de probabilité qu'une personne maintienne ses comportements de santé, parce que souvent, c'est ça le défi, lorsqu'elle est soutenue par une motivation autonome. Puis c'est ça aussi que j'observe en clinique. Bien sûr, sans surprise, Maxime avait une motivation introjectée au début de la thérapie. Il se sentait coupable d'avoir échoué, de ne pas avoir été capable de prendre soin de sa santé adéquatement. Pour passer de la motivation contrôlée à la motivation autonome, on a fait des exercices pour qu'il observe en pleine conscience ses pensées de honte, de culpabilité. Et ensuite, je l'ai invité à clarifier ses besoins, ses valeurs, ses aspirations. Puis à un moment donné, il y a eu un déclic. Ce qui l'a motivé à changer, c'était de pouvoir faire des activités dans la nature avec sa copine puis avec ses enfants, comme ses parents faisaient avec lui puis sa sœur. Donc, c'était important pour lui de transmettre ça à sa famille et d'avoir plus de temps et de moments agréables avec sa famille. Un autre modèle très intéressant pour Maxime, c'est le modèle de la passion de Robert Vallerand, qui est un grand chercheur québécois dans le monde de la psychologie. Et dans son modèle, il fait la distinction entre la passion obsessive et la passion harmonieuse. Donc, dans la passion obsessive, donc bien sûr, Maxime était dans la passion obsessive, puis sa passion, c'est le travail. Donc, le travail prend une place disproportionnée. Il est incapable de se contrôler, puis il ne se sent pas bien s'il doit mettre son travail de côté, comme par exemple pour faire des activités familiales. À l'opposé, si j'ai une passion harmonieuse, ma passion a une place centrale, mais ce n'est pas excessif. C'est contrôlable, puis je peux m'investir dans d'autres activités. Les recherches démontrent que dans la passion obsessive, ça peut augmenter la performance, souvent ça le fait, la satisfaction, mais ça va aussi augmenter l'anxiété, la dépression et les risques d'épuisement. Et souvent, ça augmente les conflits parce que la personne est rigide, puis elle délaisse les autres domaines de sa vie. Dans la passion harmonieuse, ça augmente aussi la performance au travail, ça va augmenter la satisfaction, mais dans plus de domaines de la vie. Donc, dans la famille, les relations au niveau professionnel, ça augmente aussi le bien-être subjectif et ça réduit les risques d'anxiété et de dépression. Comment passer de la passion obsessive à harmonieuse? Bien, la théorie au niveau de la passion est reliée à la théorie de l'autodétermination. Donc, en partie, c'est aussi de passer de la motivation contrôlée à la motivation autonome. Donc, au lieu d'avoir une seule source de valorisation, bien, je vais diversifier mes sources de valorisation. Pour Maxime, au lieu que sa seule passion soit le travail, puis qu'il fasse son devoir avec sa famille et ses enfants, là, il a commencé à faire du sport avec ses amis, à mettre une grande valeur, comme je disais tout à l'heure, dans son apport de créer des expéditions, des voyages en famille, dans la nature, partager sa passion pour les réserves fauniques, les longues randonnées dans les beaux paysages. Donc là, tout d'un coup, c'était plus que quelqu'un qui s'accomplit dans le travail. Aussi, ben, quand on est dans la passion obsessive, souvent on est rigide. On pense toujours de la même manière, face au stress, on va toujours refaire les mêmes comportements. Donc, pour arriver plus dans la passion harmonieuse, ben, c'est de développer sa flexibilité cognitive au niveau de ses pensées comportementales et en considérant ses besoins. Donc, être flexible, c'est ce qui permet d'avoir une passion harmonieuse avec les différents domaines de sa vie. Une très belle approche aussi en psychologie positive, c'est le modèle de l'autocompassion. L'autocompassion, c'est un modèle qui nous apprend à tous à accueillir notre souffrance. Donc, ce n'est pas juste pour les personnes qui souffrent de psychopathologie. Tout le monde a envie de la souffrance. Donc, comment qu'on peut vivre, comment qu'on peut accueillir cette souffrance-là? Alors, il y a trois composantes. D'abord, la pleine conscience de son expérience versus éviter son expérience interne. La deuxième composante, développer un discours bienveillant envers soi versus avoir un jugement négatif et destructeur envers soi. Et la reconnaissance de son humanité. Reconnaître, par exemple, que
ressentir de l'anxiété, c'est simplement une expérience humaine. Que sombrer dans la maladie psychologique, mais une grande partie de la société va un jour ou l'autre rencontrer la maladie psychologique. Avoir l'impression qu'on fait partie de l'humanité plutôt que d'en être séparé, d'avoir l'impression qu'on est seul au monde, qu'on est le seul être stupide, défectueux comme ça. Donc, on va plutôt se rallier à l'humanité, ce qui est très apaisant. Selon le test d'autocompassion et les observations cliniques, bien, on a pu constater que Maxime fuyait beaucoup ses émotions difficiles dans le travail, puis qu'il y avait un jugement sévère, négatif envers lui. Alors, ce qu'on a travaillé, bien, beaucoup d'exercices émotionnels en thérapie pour, à l'aide de méditation guidée aussi qu'il va faire chez lui, pour qu'il apprenne à faire de la place puis à être de plus en plus confortable avec l'inconfort qu'il pouvait vivre à l'intérieur de lui. Aussi, je l'ai invité à faire et refaire l'exercice de se parler comme s'il était son meilleur ami. Ça a été probablement l'exercice le plus difficile pour lui là, à intégrer, mais après 6 mois, 1 an, il a commencé à intégrer le discours bienveillant vers lui. Et tranquillement, il a pu apprendre à s'apaiser dans les moments de stress au lieu de se lancer puis de fuir dans le travail. Si on souhaite développer la reconnaissance de son humanité, on peut se rappeler que beaucoup, peut-être pas tous, partagent les mêmes difficultés que nous. Les recherches démontrent que les personnes qui pratiquent l'autocompassion maintiennent davantage leur comportement de santé. Pourquoi? Parce que si on vit des émotions difficiles, quand on touche à la souffrance, la honte, on peut les accueillir avec autocompassion au lieu de manger ces émotions, les boire ou les noyer dans le travail. Comme je vous ai dit plus tôt, moi, je travaille avec la thérapie des schémas. Donc, dans la thérapie des schémas, on vise à faire en sorte que les schémas pathologiques laissent leur place progressivement à des schémas plus sains et fonctionnels. Comme les chercheurs en psychologie positive ont étudié scientifiquement ce qui va bien chez l'être humain, ils ont en fait étudié les schémas sains et fonctionnels de l'être humain. Alors pour moi, je trouve ça super pertinent en tant que psychologue clinicien de pouvoir m'appuyer sur des recherches en psychologie positive qui ont étudié et validé des modèles de schémas sains et fonctionnels bien articulés et qui ont en plus démontré que ces modèles soutenaient la santé physique et psychologique et soutenaient l'adoption des comportements de santé. OK. Alors, pour la dernière partie de la présentation, on va revenir à mon thème de prédilection, l'agentivité. Donc, il y a 2 modèles en psychologie positive qui abordent directement la question de l'agentivité. Dans les années 1990, Barbara Fredrickson a remarqué qu'en psychologie, on étudiait sérieusement seulement les émotions euh, de souffrance, hein, la peur, la colère, la tristesse. Les émotions agréables, ça, c'était pas sérieux. Hein, il fallait juste en profiter quand ça passait. Donc, elle a débuté des recherches sur la fonction des émotions positives et elle a constaté que les émotions positives, c'est pas seulement le fun, mais que les émotions positives ont des fonctions importantes dans le développement. Alors, elle a conceptualisé son premier modèle qu'elle a appelé expansion et construction. Donc, lorsqu'on vit des émotions positives, on a tendance à avoir des nouvelles pensées, à aller faire des nouvelles activités, développer des nouvelles relations. Ça, ce que ça va faire en sorte, c'est qu'on va développer davantage de ressources personnelles, comme parlait Isabelle tout à l'heure. Donc, on va avoir du soutien social, on va développer des habiletés, davantage de résilience, davantage de connaissances. Et les recherches démontrent que tout ça fait en sorte que ça augmente la santé physique et psychologique. Aussi, ben, la survie. Donc, si on regarde au niveau des animaux, tu sais, souvent les jeunes animaux, là, ils vont chamailler. Fait que là, en chamaillant, en jouant, ben, ils vont développer leurs habiletés, leurs forces qui vont leur permettre de se battre en étant adultes, donc de protéger leur survie. Et aussi, augmente les accomplissements. Donc, quand on est plus en santé puis on fait plus d'accomplissements, on vit davantage d'émotions positives et là débute une spirale ascendante d'émotions positives. Et ensuite, en 2018, elle a fait un autre modèle, la spirale ascendante, mais maintenant du changement du mode de vie. Donc, si on associe au comportement une émotion positive,
Mais là, à ce moment-là, se crée une motivation inconsciente à refaire le comportement de santé, parce que là, c'est associé avec quelque chose d'agréable. Ensuite, ça va augmenter l'engagement à faire le comportement de santé. On va refaire le comportement de santé, encore plus d'émotions positives et on continue à avancer dans la spirale ascendante d'émotions positives. Quand j'ai vu ça, j'ai pris conscience que les émotions positives, c'est pas juste du niaisage. Tu sais, c'est sérieux, c'est important. Ça augmente la motivation, le passage à l'action et ça génère de plus en plus de possibilités. Le deuxième modèle a été créé par Seligman, qui est le fondateur de la psychologie positive, le modèle tripartite de l'agentivité. Donc, pour lui, l'agentivité, c'est une architecture cognitive composée de trois piliers interdépendants, mesurables empiriquement. Donc, cet état d'esprit, ce mindset, engendre le progrès, puis ça engendre le progrès tant au niveau individuel que collectif. Donc, la première composante, c'est le sentiment d'efficacité personnelle de Bandura, qui est la confiance de pouvoir réaliser un enchaînement d'actions pour atteindre un but à court terme. Parce que si je n'ai pas de confiance que je peux y arriver, je ne serai pas motivé à passer à l'action. La deuxième composante, c'est l'optimisme, la conviction que ces efforts aboutiront à des résultats favorables à moyen et long terme et d'avoir une orientation cognitive vers la planification du futur. Donc, c'est important d'apprendre du passé. C'est aussi super important de pouvoir vivre le moment présent. Mais si on vise le progrès, c'est aussi utile d'avoir une orientation cognitive vers la planification du futur. Et la troisième composante, c'est l'imagination, la capacité à générer un large éventail d'options et d'innovation. Parce que je peux avoir un bon sentiment d'efficacité, être optimiste, planifier le futur, mais toujours faire les mêmes résultats. Donc, pour avoir du progrès, mais il faut avoir des nouvelles idées. Puis pour ça, ben, ça demande de l'imagination. Alors, l'efficacité motive les efforts, l'optimisme favorise la persévérance dans le temps et l'imagination stimule l'innovation. Dans sa démarche, Maxime a développé son sentiment d'efficacité dans la gestion de ses émotions et aussi dans son rôle de père. Un optimisme dans sa capacité à gérer sa santé, parce que là, il planifie mieux ses responsabilités au travail en posant ses limites notamment. Et favorise de plus en plus son épanouissement en osant imaginer des nouvelles perspectives et expérimenter de nouveaux comportements. Alors voilà, j'ai survolé plusieurs concepts, modèles rapidement. Si certains modèles vous ont intéressé puis que vous aimeriez approfondir, vous pouvez m'écrire à cette adresse, puis je pourrais vous envoyer un PDF avec les différents modèles, les tests aussi qu'on peut faire en clinique, des lectures pertinentes. Puis aussi, si vous le souhaitez, vous pourrez me demander d'être informé de mes futurs outils que je vais créer, ateliers, conférences, formations. Je crois qu'il est fort possible que je me laisse imaginer et créer avec optimisme et efficacité plusieurs outils dans les prochaines années. Alors, merci beaucoup de votre écoute.